Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous pour poursuivre la discussion parce que les discussions sont bien amorcées dans cette deuxième table ronde qui va porter sur la pénurie de personnel professionnel. Donc, on a parlé d'accès aux services, de comment on mettait en œuvre des stratégies pour l'accès aux services. Une fois qu'on a accès aux services, encore faut-il qu'il y ait des personnes pour rendre le service. Donc, c'est un peu à ça dont on va parler cet après-midi. Je me présente, Patricia Dionne, je suis professeure à l'Université de Sherbrooke. Sur la table avec nous, il va y avoir Tania Mileni du Cégep de Sherbrooke, Madame Marjorie Ménard de la Fédération des centres de services scolaires du Québec. Il va y avoir aussi, et là c'est mon défi, Marie-Pierre Valcourt du Réseau des services spécialisés de main-d'œuvre. C'était mon défi. Donc, le RSSMO et Edith Speno de l'Université de Sherbrooke. Donc, on va commencer d'abord pour peut-être faire le point sur qu'est-ce que ça veut dire dans vos milieux, la pénurie de personnel professionnel, comment ça se passe, de quoi ça peut avoir l'air dans chacun de vos milieux. Tania, je commence? Oui. Bonjour! Alors, est-ce qu'il y en a qui se cherchent de l'emploi présentement? C'est comme ça que ça se passe. On va être en compétition aujourd'hui. On est en recherche d'emploi, donc on vit vraiment des difficultés à recruter. Présentement, on est en recherche chez nous, puis on n'a pas de CV. Les gens ne déposent pas de CV, donc c'est très difficile parce qu'on a des beaux projets. On a 50 personnes et plus en les attentes qui souhaitent avoir des services d'orientation, mais on n'arrive pas à... Là, on va trouver dans ces quelques personnes-là qui vont déposer bientôt votre CV. Là. On va trouver certainement quelqu'un, mais j'avoue que c'est la première fois que je vis ça en tant que chef d'équipe de mon service. Puis ça se passe aussi, je suis aussi présidente de l'Association des conseillers d'orientation collégiale, puis c'est pas juste dans mon cégep que ça se passe vraiment partout. Est-ce que vous devez les voir passer, des affichages de postes, de remplacement, de surnuméraires qui sont là constamment. Donc, présentement, c'est comme une réalité qui est assez nouvelle, oui. dont tu me parles. Là. Oui, cette année, c'est vraiment criant. L'année passée, puis c'est ça, chez nous, on fait quand même du recrutement souvent, mais cette année, c'est vraiment plus difficile que l'année passée. Ouais. Si vous voulez y aller. Oui, bonjour. En fait, je ne dirais pas tellement différent de ma collègue parce que la pénurie de main-d'œuvre touche absolument tout le monde et tous les secteurs d'activité et tous les corps d'emploi. Donc, je ne vous apprends rien aujourd'hui. Nous, à la Fédération, on travaille de pied d'œuvre avec le ministère de l'Éducation, vraiment de très près. Il y a un comité MEC partenaire qui a été mis sur pied avec la Fédération, avec les DRH, les directeurs des ressources humaines des centres de services scolaires, pour vraiment faire un plan d'action court, moyen et long terme concernant l'ensemble des postes qui sont en pénurie de main-d'œuvre dans le réseau d'éducation. Donc, ça ne touche pas juste l'orientation, ça touche tous les corps d'emploi, que ce soit au niveau de l'informatique, au niveau du secrétariat, de l'entretien ménager et des enseignants, bien entendu. Cependant, au niveau de l'orientation, actuellement, ce qu'on a comme information assez récente, je vous dirais, printemps 2022, c'est qu'il y avait 32 postes à pourvoir à l'ensemble du Québec à temps plein qui n'étaient pas comblés, 11 postes à temps partiel. Bien que ce n'est pas les emplois les plus criants au niveau des besoins, c'est quand même important et il faut adresser toute l'importance que les postes requièrent d'être comblés là, de façon urgente. Je vous apprends rien aussi là, que c'est tellement criant que d'ici 2026, selon les statistiques de l'Institut du Québec, plus de 1,4 million de postes seront à pourvoir d'ici 2026. 2026, c'est demain matin, c'est dans 3 ans. Et on sait pertinemment que la pénurie de main-d'œuvre, ce n'est pas quelque chose qui va se régler dans les 2-3 prochaines années, bien qu'il y a beaucoup d'actions du gouvernement qui sont mises en place actuellement là, pour contrer ou
favoriser, en fait, la requalification ou le rehaussement des compétences de la main-d'œuvre. Mais quand même, c'est suffisamment préoccupant pour que des actions soient prises par notre gouvernement, par les différents acteurs également, à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, 2026, là, c'est demain matin. Puis 1,4 million, tout secteur d'activité confondu. Bien entendu, l'éducation, le communautaire, la santé, ce sont des secteurs d'activité de première ligne. Donc, il faut y adresser toute l'importance. Dans les postes dont vous parlez, est-ce qu'il y avait, par exemple, des régions où c'était plus criant que dans d'autres régions, où c'est assez généralisé? Bien, je ne vous cacherai pas que je n'ai pas accès à ces chiffres pointus-là, mais on n'est pas surpris de penser que la région de la capitale nationale ou Montréal sont peut-être des régions les plus touchées par cette pénurie-là. Cependant, là, c'est vraiment des chiffres qui sont à la grandeur du Québec, là. Bien, de notre côté, au niveau des réseaux nationaux des organismes en employabilité, on observait puis on entendait là, ce que nos organismes nous disaient au niveau du roulement de personnel et de la situation de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, cet hiver, en janvier-février, on a fait une consultation auprès de nos membres pour voir un peu la situation au niveau du recrutement de leur personnel, en fait. La consultation couvrait la période du dernier trimestre de 2021. Donc, c'est des chiffres là, qui sont vraiment récents. On a quand même 175 organismes là, qui représentent environ la moitié de nos organismes là, au Québec qui ont répondu à l'appel. Puis, ce qu'on regarde, c'est que ce qu'on constate, c'est qu'entre 75 et 91 % en fait, des organismes ont vécu au moins un départ. Ces départs-là sont vécus dans tous les corps d'emploi, là, comme Mme Ménard le mentionnait, mais le recrutement est particulièrement difficile au niveau là, des conseillers et conseillères d'orientation. C'est un défi. Ils nous mentionnaient que leur ratio de perte, en fait, au niveau de la médiane, là, ça oscillait entre 15 et 20 %, ce qui est quand même considérable. Puis, on avait entre 11 et 19 % des gens qui ont répondu qui nous disaient qu'après 15 semaines d'affichage, les postes n'étaient toujours pas comblés. Donc, donc, on peut s'imaginer, j'imagine qu'on va en parler un petit peu, mais les impacts que tout ça peut avoir aussi sur les équipes de travail et ça n'aide pas la rétention du personnel non plus, qui se retrouve souvent surchargé. Donc, la situation se complexifie pour tout le monde. De mon côté, moi, je suis ici comme responsable de la maîtrise en orientation de l'Université de Sherbrooke. Puis la présence ici, c'est parce qu'ici, il y a un goulot d'étranglement au niveau des milieux de travail, de conscientisation, de conscience d'emploi. C'est parce qu'il y a une pénurie aussi d'étudiants dans nos formations initiales au bac à la maîtrise. Je ne pense pas que c'est un secret pour tout le monde de vous dire que dans les 4 universités québécoises qui offrent la formation en orientation, il y a une tendance généralisée des étudiants, ce qui fait qu'en bout de ligne, vous savez, en conseil d'orientation, ça prend 5 ans à le former. Comme le disait ce matin une personne panéliste, entre le moment où la personne formule un projet et puis le moment où elle va sur le marché du travail, il faut la former. Et là, 5 ans pour former un conseil d'orientation avec la pénurie persistante et criante de main-d'œuvre qu'il y a actuellement, vous comprendrez que l'enjeu est très important. Et nous, comme université, pour parler avec certains collègues de l'Université Laval et de l'UQAM, on est vraiment dans une réflexion qu'on doit mettre à 5-10 ans de dire les CO, les étudiants qu'on forme, ce sont les futurs CO dans 5, 6, 7 ans. Si on prend quelqu'un qui est au bac, c'est dans 5 ans qu'il va sur le marché du travail. Donc, il faut qu'on soit capable d'anticiper, ça va être quoi les besoins des milieux de travail, ça va être quoi les problématiques, ça va être quoi les populations. Et ces populations-là, si on prend juste par exemple TNB, les trans non-binaires, c'est quoi les interventions qui seraient les plus pertinentes basées sur la recherche scientifique pour pouvoir les accompagner. Donc, vous comprendrez que c'est vraiment une pression énorme, puis je ne pense pas exagérer le terme en disant que, comme formateur, puis là, j'inclus évidemment aussi nos chargés de cours, mais aussi nos superviseurs qui accompagnent nos étudiants dans la clinique d'orientation à l'Université de Sherbrooke, de préparer nos étudiants, c'est vraiment un enjeu très important, d'autant plus qu'on a aussi un enjeu de recrutement. On voudrait bien vous les donner, vos conseillers d'orientation et conseillers d'emploi, mais il faut que les étudiants viennent dans nos programmes et on est en concurrence avec psychoéducation, service social, éducation spécialisée, etc. Donc, il y a vraiment, et là, je vous dirais de manière paradoxale, quand j'entends mes collègues panélistes dire qu'on veut des étudiants, ben on veut des professionnels, puis je pense que Cynthia Joyal, ma coordonnatrice de la clinique d'orientation, est là. Oui, elle est là. Elle n'arrête pas de me dire il y a peu d'offres de stage en Estrie. Il n'y a pratiquement aucun milieu qui peut accueillir des stagiaires.
Mais comment d'un côté, je peux avoir aucun milieu qui accueille des stagiaires, alors que de l'autre côté, j'ai des milieux de travail comme le Cégep de Sherbrooke qui me dit, moi, j'en veux des conscientisations. Fait que là, il y a vraiment, comme on disait ce matin dans la première table ronde, il y a vraiment une discussion collective qu'on devrait avoir comme acteur de l'orientation de l'employabilité pour vraiment cesser de travailler en silo, pour vraiment se mettre tous la main à la pâte. Et on sait aussi qu'un bailleur de fonds important qui est Service Québec, ça crée une barrière institutionnelle parce qu'il y a des financements qui sont en jeu, mais il faut vraiment dépasser ça parce que c'est vraiment, comme on le disait depuis ce matin, c'est le parcours professionnel et académique de nos jeunes adultes qui est en jeu ici. Donc, on voit que c'est assez généralisé dans l'ensemble des secteurs. On pourrait, dans la salle, partir avec... ça pourrait nous casser un peu l'ambiance, hein, de dire coudonc, c'est pénible, hein, on va se le dire, là, hein, c'est pas des beaux chiffres, on n'aime pas ça, on aime ça avoir des beaux chiffres, on aime ça faire que les services d'orientation soient accessibles, qu'on ait la possibilité de faire les services et tout ça. Donc, c'est quoi les stratégies qu'on met en œuvre? Parce que des fois, un peu comme ce matin, quand on a des difficultés, ça nous amène dans la créativité. Hein? Quand on a des difficultés à aller chercher, on n'a pas nécessairement le goût des vivre. Hein? Ce ne sont pas nécessaires, les difficultés, mais là, elles sont là présentement. Donc, qu'est-ce qu'on met en place comme stratégie dans une perspective de contrer, dépasser, je ne sais pas c'est quoi le bon mot, la pénurie de personnel professionnel. Donc, dans vos différents milieux, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre comme stratégie en lien avec ça? C'est un point à ma réunion ce matin d'équipe. Alors, c'est sûr qu'on brainstorm, on essaie de trouver des solutions, mais l'idée des stagiaires, effectivement, nous, c'est ce qu'on a penché pour la session prochaine. On accueille 2 stagiaires chez nous. Oui, ça demande de la supervision, mais ça permet vraiment d'avoir quelqu'un qui va travailler avec nous, là, parce qu'à la maîtrise, ils font les entrevues et tout ça. On n'a pas vraiment beaucoup de solutions, je t'avoue. Là. Ça en est venu à dire, parce qu'on ne veut pas non plus éliminer des projets qu'on a d'approche orientante ou des projets qu'on a pour juste faire la clientèle et faire du counseling. Donc, on est en train d'essayer de voir avec le patron, d'essayer de voir à élargir où est-ce qu'on pourrait afficher, comment on est là-dedans. Là. Donc, on n'a pas de solution, en fait. Je suis plate, mais c'est ça. C'est ça la situation. Si on avait, viendrait m'en donner. Donc, mais diversifier peut-être les stratégies, mais il y a quand même un positionnement assez fort de dire on veut garder les projets porteurs dans nos établissements, fait qu'on n'est pas prêt à couper à ce niveau-là. Là. C'est parce qu'on est toujours dans la problématique de dire, OK, oui, on a des étudiants en liste d'attente qui veulent consulter en individuel, mais quand je vais faire une activité d'approche orientante, je touche aussi des étudiants, mais d'une autre façon. Puis on a tellement débattu pour mettre en place ces activités-là qui vont aussi permettre d'aider à un choix professionnel, que là, l'enlever complètement, ça ne fonctionne plus non plus. On ne veut pas juste faire un ou l'autre. Fait qu'on est toujours en train de pallier, à dire, OK, on en fait un petit peu là, on enlève un petit peu là. On fait du surtemps. Ça, c'est là. Ça fait partie de notre réalité où est-ce que, oui, on cumule du temps, oui, on fait plus d'entrevues par semaine. Oui, ça, c'est aussi une autre stratégie. Et qui peut avoir un impact. À long terme, là, à court terme, c'est aidant. À long terme, c'est pas toujours gagnant, non. Je vais être un peu plate, là, mais c'est comme si on cherche des humains qui n'existent pas, là. Hein? Il y a des trous dans le fromage partout, là. Puis là, il n'y en a pas des humains, là. On a vraiment une pénurie de main-d'œuvre. Je suis désolée de faire ce comparatif-là, là, mais bref, d'où l'importance d'innover, de sortir des sentiers battus. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui comme société de faire exactement la même chose dans le contexte où on a beaucoup moins de monde pour faire mieux? Je pense qu'il faut vraiment sortir de ce qu'on fait habituellement. On le fait déjà, tout le monde est innovant.
Je sais qu'il y a beaucoup de programmes d'études qui privilégient une bourse, que le gouvernement donne des bourses pour favoriser l'attraction et la persévérance scolaire. Donc, je ne sais pas si l'orientation fait partie de ces programmes-là. Non, malheureusement. pas encore. Non, c'est un gros sujet, là, vous allez me partir. Là. On en parle. Alors, je me permettrai d'être votre voix aux différentes tables où je siège là, pour porter ce message-là, mais c'est une des solutions pour attirer les étudiants dans ces programmes d'études-là, puisque cette future main-d'œuvre-là, comme le disait mon collègue, dans 5, 6, 7 ans, ce sont eux qui vont être dans nos milieux et qui vont jouer ces rôles-là et occuper ces emplois-là. Donc, il n'y a pas juste les ingénieurs et les enseignants là, qui sont importants. Là. Il y a aussi la profession en orientation. Ce que la Fédération fait également, c'est qu'on s'assure, ou en tout cas, on fait notre grand possible pour prendre la place publique pour faire valoir les bons coups dans le réseau de l'éducation. Parce que malheureusement, dans les dernières années, c'est beaucoup ce qui se fait de moins bien dans le réseau de l'éducation publique qu'on entend dans les médias, alors qu'il y a tellement des belles choses qui se font par des personnes qui sont vraiment extraordinaires. Alors nous, on souhaite influencer cette image-là publique pour vraiment faire rayonner le réseau de l'éducation, pour qu'un élève du secondaire, du collégial, ait le goût d'aller contribuer au réseau de l'éducation, que ce soit comme enseignant, que ce soit comme personnel de soutien ou personnel œuvrant en orientation, ou peu importe la profession, il faut que le milieu de l'éducation soit attractif. Mais une fois qu'on a attiré cette main-d'œuvre-là, bien entendu, on doit bien s'en occuper également. Donc, mettre en place des mesures là, pour vraiment favoriser le bien-être au travail et de s'assurer que les gens sont heureux et contribuent à la hauteur de leur talent. Moi, je suis rendu là que je veux même plus visibiliser ou publiciser les services d'orientation, tellement il y a pénurie de main-d'œuvre. On a une culture de l'identité professionnelle chez les CO en particulier qui est de s'adapter aux demandes de nos clients, à vivre une certaine souffrance de travail pour répondre aux longues listes d'attente. Mais c'est bien beau de visibiliser l'orientation, puis c'est un débat sur lequel on travaille depuis des années. Mais si en face, il n'y a pas des CO qui sont là pour rendre le service, ou si les CO qui sont là travaillent 50, 60 heures semaine pour rendre ce service-là, est-ce qu'on rend service à la profession? Est-ce qu'on rend service aux jeunes adultes? Fait que là, la pénurie de main-d'œuvre, ça soulève des questions très importantes pour le cœur de la profession, quant à moi. Là. Puis là, on parlait des bourses, mais effectivement, tant mieux si vous pouvez faire valoir notre voix, parce que ce que ça crée dans les bourses, c'est une bonne idée en soi, mais quand il y a des professions qui l'ont puis d'autres qui ne l'ont pas, ce que ça fait, c'est que finalement, on accentue certaines pénuries. Donc, c'est sûr que le fait d'être une formation, bien là, je fais un peu d'advocacy, mais c'est correct qu'on est là pour ça. Donc, c'est aussi que le fait de ne pas être ciblé, c'est assez majeur parce que ça peut faire qu'il y ait des personnes d'accentuer certaines pénuries de main-d'œuvre dans notre domaine. On le voit dans les processus d'orientation au collégial. Si on choisit une profession de la relation d'aide avec les étudiants qui regardent ça, bien, c'est certain qu'il va y avoir dans les facteurs de réalité, est-ce que mes études vont être payées ou pas? Oui, en travail social, oui, en psycho-aide, oui, en psy, mais pas en orientation. Donc, oui, ça fait un désavantage. Donc, il faut en parler. Il faut en parler. Oui? Bien, en fait, juste pour ajouter, là, la Fédération est membre de l'Assemblée délibérante de la Commission des partenaires du marché du travail et c'est un lieu de concertation avec les différents partenaires où on peut faire valoir certaines priorités. Donc, je vais m'assurer là, de porter cette voix-là là, concernant l'accès pour ce programme d'études-là en orientation, là, qui soit admissible à des bourses. Là. Je trouve ça préoccupant qu'il ne soit pas considéré, mais que d'autres professions en relation d'aide le soient, dans le réseau de l'éducation notamment. Et l'autre chose que nous, la Fédération, on fait, c'est qu'on a un mandat pour du recrutement international. Donc, pas juste pour des enseignants, mais aussi tout autre corps d'emploi où on a vraiment besoin de main-d'œuvre dans le réseau de l'éducation. Donc, on fait aussi du recrutement à l'international. Marie-Pierre, dans les stratégies? Oui, bien, en fait, en ce qui concerne les organismes là, en employabilité,
Évidemment, c'est des organismes communautaires, donc l'autre défi qu'on a, c'est au niveau salarial. Tu sais. Comparativement, souvent, les gens vont quitter nos domaines pour aller chez nos collègues à côté, la santé publique, l'éducation, le ministère du Travail, de l'Emploi, de la Solidarité sociale. Donc, on a de la difficulté à être compétitif. Donc, on a un défi supplémentaire à ce niveau-là pour ce qui est de la rétention. Fait que les membres nous disent souvent, c'est qu'ils sont obligés des fois de revoir du mieux qu'ils peuvent les conditions salariales, mais dans les limites qu'ils ont avec le financement qu'ils ont, évidemment. Puis des fois même de devoir revoir à la baisse des fois les critères de sélection pour pouvoir assurer le service. Mais il y a des solutions aussi. Bien, il y a des solutions. C'est sûr que, tu sais, comme Tania disait, le problème est relativement récent, donc on est encore à essayer de réagir puis voir les possibilités qui s'offrent à nous. C'est sûr qu'au niveau des réseaux nationaux, des enquêtes comme on a faites nous permettent de chiffrer puis de vraiment nommer ce qui se passe au niveau de nos membres, au niveau politique, au niveau du ministère et tout ça pour faire des représentations, pour tenter de trouver des solutions à ce niveau-là. Concrètement, au niveau de nos membres, ce qu'on entend, c'est qu'ils vont des fois se faire des prêts de ressources entre les organismes. On voit aussi des conseillers, conseillères d'orientation qui sont devenus des directeurs, directrices générales d'organismes qui vont continuer tout de même à offrir des services d'orientation pour maintenir le service, tenter de maintenir, parce qu'il y a un enjeu de maintien d'expertise aussi, puis de bris de service, là, disons-le. Tu sais. Donc, puis nous, tu sais, je peux parler plus là, pour le RSSMO, là, on essaie aussi d'outiller nos membres du mieux qu'on peut. Tu sais, comme l'année dernière, le thème de notre colloque annuel, c'était l'attraction dans tous ses états. Donc, on a fait venir tu sais, des firmes qui vont nous aider en recrutement, tout ça, pour donner des trucs à nos organismes de comment recruter différemment, comment aller chercher les gens, qu'est-ce qu'on peut offrir, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis là, cette année, on poursuit dans le thème plus de l'innovation, tu sais, comment on peut collaborer tout le monde ensemble dans les équipes, c'est quoi les forces de chacun pour essayer d'innover puis développer des nouvelles méthodes, tu sais, pour amener cette créativité-là et cette recherche de solutions pour régler la problématique. Un des aspects que tu amènes, c'est l'aspect plus politique. Donc, il y a eu comme un regroupement. Tu me le disais quand on discutait en préparation, il y a eu un regroupement de l'ensemble des 7 réseaux, pour faire des actions politiques. Oui. Donc, ça, c'est en cours, si tu veux peut-être le... Oui, bien, ça fait quelque temps, là, ça fait plusieurs années qu'ils se sont regroupés, là, on les appelle interassociations, là, en fait, là, les 7 regroupements. Donc, c'est plus facile, en étant un plus grand nombre, en fait, de faire des représentations politiques à toutes sortes de niveaux, là, dans tous les enjeux là, qui vont toucher nos membres, en fait. On va être la voix, si on veut, pour ramener ces réalités-là plus au niveau politique, au niveau du ministère. On a parlé justement du côté attractif, donc dans les stratégies, comment on devient attractif tout en gardant ce qui nous définit. Je pense que ça fait partie des enjeux en lien avec la pénurie, de comment on s'assure de susciter l'intérêt des gens pour venir collaborer dans nos milieux. Tania, si... Bien, en fait, chez nous, on a engagé une conseillère à la qualité de vie au travail qui travaille là-dessus pour voir comment mettre une qualité de vie au travail chez les membres du personnel ou collégial. Donc, c'est vraiment un enjeu important. Pour ce qui est de l'équipe du service d'orientation, c'est certain que je ne sais pas si vous savez comment ça se passe, mais pour rentrer, pour avoir des postes, ça prend quand même du temps avant d'avoir des postes dans les cégeps. Donc, mais en même temps, on essaye d'offrir plutôt des contrats plutôt que juste du surnuméraire comme ça. Fait qu'on essaye de trouver quelque chose qui va être satisfaisant quand même pour un certain temps. C'est sûr qu'on travaille aussi sur la dynamique de notre milieu. Chaque cégep va parler un peu de la dynamique des milieux, de la clientèle qui est une belle clientèle aussi. Mais
fait de la pub, là, on fait du marketing. Mais tu amènes un aspect de qualité de vie au travail qui peut être comme un attracteur aussi à mettre en lumière puis à agir sur la qualité de vie au travail parce que la pénurie peut affecter de personnel professionnel peut aussi affecter la qualité de vie au travail. Donc, il y a des actions qui ont été posées à ce niveau-là là, dans votre établissement. De notre côté aussi, comme on est un petit peu plus restreint au niveau salarial, justement, bien, les membres vont avoir tendance justement à aller où ils ont une marge de manœuvre, en fait, là, pour offrir des meilleures conditions à leurs conseillers, conseillères. Donc, c'est ça, ils vont, avec la pénurie, ça nous a amené la possibilité du télétravail. Donc, offrir des possibilités de télétravail, des horaires variables pour concilier travail-famille. Ils vont tenter d'offrir des à côté. Même, moi, j'ai une membre qui est aux îles de la Madeleine, donc, trouver de la main-d'œuvre, c'est comme pas évident. Puis, elle s'est rendue compte que les besoins des gens, c'était plus des horaires à temps partiel. Donc, elle a vraiment reconstruit son équipe en respectant ça. Fait qu'elle a plusieurs postes, mais à temps partiel, puis ça fonctionne bien, puis c'est comme ça qu'elle a réussi. Donc, quand on dit c'est la créativité, l'innovation, c'est d'essayer des nouvelles choses, puis de répondre aux besoins des gens qui veulent venir travailler chez vous aussi, d'être à l'écoute de ces personnes-là, voir c'est quoi leurs besoins pour leur offrir. Donc, c'est quoi des conditions de travail qui seraient comme importantes? Vous travaillez le goût de venir travailler chez nous. C'est bon. Oui? Bien, en fait, je dirais la même chose. Il y a beaucoup d'initiatives des ressources humaines là, pour recevoir un CV. C'est déjà rendu un défi, là. Je pense que le défi est surtout de la visibilité. À quel endroit on pourrait envoyer l'affichage pour qu'il soit vu? Souvent, on est en deuxième affichage, troisième affichage, parce qu'il n'y a aucun CV. Là. C'est la réalité. Là. Et il y a toute une gamme là, d'actions de séduction lorsque le CV rentre pour être sûr que rapidement, la personne soit contactée, rencontrée. Donc, il n'y a plus de délai. Hein. On a diminué, on a tout éliminé les délais. Là. La personne est tout de suite rencontrée. Il y a tout de suite une prise de contact pour faire bien miroiter là, toutes les conditions, la qualité de vie au travail, les projets, les avantages et tout ça. Là, mais le défi, c'est la visibilité puis d'avoir des CV. Je trouve que c'est vraiment un problème systémique parce que nous, depuis quelques années, à Sherbrooke, on a la difficulté à recruter des chargés de cours. Donc, quand même le personnel enseignant est difficile à trouver pour former nos étudiants, vous imaginez ensuite qu'est-ce que ça donne sur le marché du travail. Et donc, la pandémie a quand même eu de bons effets dans la mesure où ça nous a obligés à faire des supervisions à distance. Donc, on a gardé cette modalité-là parce que ça nous permet très concrètement de pouvoir aller recruter des superviseurs qui sont en dehors de Sherbrooke pour nos étudiants. Donc, vous voyez, ça, c'est une stratégie qu'on a utilisée par défaut, mais ça nous permet au moins d'assurer la réalisation de nos activités pédagogiques parce qu'on sait, on reçoit des messages des employeurs qui nous disent « je veux des étudiants, on veut des conscientisations », mais nous, on essaie de notre bord de trouver une façon de vous donner ce stock, ce flux de main-d'œuvre dont vous avez besoin pour aider les populations. Puis, sur les stratégies mises en œuvre pour le recrutement, est-ce que tu as envie d'en parler? Je vous dirais de manière très concrète, on est en concurrence les 4 universités. Ben, je mets un peu de côté l'université anglophone parce que c'est notre population, c'est notre réalité, mais on est aussi en concurrence avec les autres formations voisines. Le 12 novembre, c'est la journée portes ouvertes à l'Université de Sherbrooke, et on est juste, nous, la table d'orientation, on est juste à côté de la table, depuis des années, à côté de la table de Psychoed. C'est l'affluence autour de Psychoed. Et moi, ça m'écoeure à chaque fois. Dans le même ordre professionnel. Je dis ça tout le temps à Anne-Marie, là, qui est ma collègue responsable de programme de la maîtrise en psychoède. Comment vous faites? Bien, on ne fait rien du tout, puis ça arrive. Et nous, on se démène. Je redis encore une fois, Tania dit, venez travailler au cégep. Moi, je dis, Cynthia va m'aimer, donnez-nous des milles de stage. Donnez-nous des milles de stage pour qu'on puisse... Parce que nos étudiants sont à la fois aussi des futurs conseillers, mais aussi des jeunes adultes. Et ils sont au fait de la diversité des jeunes adultes. Donc, si par exemple, je suis un jeune non-binaire, j'aimerais avoir un milieu ou avoir des cours qui fassent mention de cette population-là, des problématiques. Mais nous, on est, subordonnés au milieu de stage. Si tous les milieux de stage sont en employabilité, par exemple, mais je pourrais dire la même chose si c'était juste en éducation, il y a une certaine partie de notre population étudiante qui ne sera pas intéressée par ça. Donc, c'est vraiment un travail gagnant-gagnant pour tout le monde, entre le réseau d'éducation et le réseau
le marché du travail pour qu'on puisse vraiment offrir ces personnels professionnels qui puissent être en mesure d'être prêts pour le marché du travail, pour tous les défis qui attendent les jeunes adultes sur le marché du travail. Je pense que oui, pour faire du pouce là, sur... Je pense que ça a été nommé tantôt, on a tendance à travailler en silo, chacun de notre côté, mais je pense que là, l'avenir, ça va être de travailler tous ensemble, parce que je pense qu'on a toutes des offres complémentaires, puis on peut travailler ensemble. Nous, on est des experts en employabilité, vous êtes plus au niveau de la formation, vous avez les gens, mais là, ce qui arrive, c'est que nos personnes sont tellement surchargées dans le travail que c'est difficile d'ajouter un stagiaire puis de le superviser, mais je pense qu'il faudrait s'asseoir ensemble pour voir est-ce qu'il y aurait des possibilités, pour alléger ou trouver un fonctionnement pour que tout le monde y trouve son compte, mais je pense que la concertation va être de mise dans l'avenir. Sans qu'il y ait de compromis à faire sur la formation, la Exactement. qualité de la formation. Exactement. Comme nous sur la qualité de nos services. Voilà. Parce qu'on pourrait très bien le baisser de très basse la cotère pour entrer en orientation, mais je ne pense pas qu'on rend service à qui que ce soit en faisant ça. Là. Mais c'est surtout aussi pour les milieux de stage, essayer de trouver une façon de faire qui n'est pas trop demandante pour les personnes qui reçoivent les stagiaires également. Vas-y. En fait, moi, j'accroche sur Eddie que tu dis c'est la folie en psychoède, hein? Et c'est le silence total à la table d'orientation. Bien, je vais faire un peu d'advocacy, moi aussi. Oui, Parlons de notre profession. Parlons de la diversité des tâches de notre profession. On peut travailler en employabilité, on peut travailler en orientation, on peut travailler dans des différents milieux. C'est ça qui accroche aussi les étudiants en psychoède, en travail social. Bien, nous aussi, on fait ça. Fait que si on en parle de plus en plus de qu'est-ce qu'on fait comme tâche tellement intéressante et diversifiante et comment on peut avoir aussi du leadership dans nos professions, bien, ça peut peut-être faire écho chez ces jeunes-là qui ont envie d'avoir cette diversité-là. Puis la profession se C'était mon transforme pitch, aussi, avec les nouvelles réalités, les gens font plus seulement du counseling dans leur bureau, là, avec toutes les mesures de maintien en emploi qui se développent. Il y a du travail en triade avec les employeurs, fait qu'il y a d'autres niveaux qu'on ne connaît pas de la profession qui peuvent être super intéressantes, là, Puis peut-être juste pour compléter dans ce qu'on fait, Eddie, pour justement faire connaître la profession, bien, dans la journée porte ouverte, on va les amener à la clinique, puis ils vont voir, ça a l'air de quoi finalement un processus d'orientation, là? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi ça, une clinique d'orientation? C'est quoi finalement, qu'est-ce qu'on y fait? Puis je pense que c'est aussi important de démystifier c'est quoi la profession? Qu'est-ce qu'on y fait? Puis il y a eu beaucoup d'initiatives, notamment sur les tables de concertation régionales, pour faire connaître la profession. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Je pense que c'est un peu de la diffusion aussi, de la façon d'en parler. Fait que ça aussi, je pense que c'est assez important là, dans ce qu'on est en train de dire. Puis, on soulève l'enjeu de la concertation aussi, hein, parce que vous venez de le nommer. En lien avec la pénurie de personnel, justement, quel est le rôle de la concertation intersecteur? On a plusieurs secteurs interordres aussi là, qui sont représentés sur la table. Quel est le rôle de cette concertation-là pour éviter d'entrer dans des logiques de compétition? Parce que la pénurie, hein, veut pas, quand on a une ressource qui n'en a pas beaucoup, bien, on peut rentrer en compétition. On rentre en compétition, en fait. Donc, partant du fait qu'on rentre en compétition, comment on peut travailler la concertation ou, en tout cas, à tout le moins, travailler les deux ensemble, les deux pôles. Là. Autant la compétition est présente, mais comment on peut travailler en concertation? Ça a été nommé ce matin à la table ronde. Entre autres, avec les mesures MFOR, on voit de plus en plus de programmes des CGE avec les SARCA, les centres d'éducation des adultes, mais il y a autre chose aussi, les organismes en employabilité qui ne sont pas CGE, qui n'ont pas ces mesures-là nécessairement, bien, ils ont des belles choses à offrir aussi qui pourraient permettre d'offrir des services, une continuité de services, un continuum de l'organisme en employabilité vers le secteur de l'éducation et vice-versa au niveau de l'accompagnement, au niveau, je pense qu'il y a des pistes, là, sans qu'on soit en compétition,
qu'on voit la complémentarité des compétences de chacun puis des services qu'on peut offrir, là. La plupart des emplois en éducation sont des emplois sont conventionnés. Donc, si on veut regarder ça vraiment d'une manière systémique, je pense qu'il y a des conventions collectives qui devraient être ouvertes pour vraiment casser, entre guillemets, la description de tâches des conscientations pour l'ouvrir davantage. Je pense qu'il y a un potentiel intéressant. Ceci dit, comme chercheur, je regarde toujours l'autre côté de la médaille. Le problème je pense, pour la profession de conscientation, c'est si on élargit son cœur de compétences, ça risque de diluer davantage son identité professionnelle. Fait qu'on est toujours pris entre eux, il y a une solution, mais avec la solution, il y a toujours un problème. Fait que peut-être que la question à se poser, c'est quel est le problème le moins pire, puis on prendra la solution par rapport à ça. Sur la concertation? Bien, en fait, il y a l'étape de concertation régionale en orientation là, que j'ai entendu mes collègues là, du ministère de l'Éducation en parler tout à l'heure. Malheureusement, bon, la mesure budgétaire permettant de libérer des personnes pour mettre en place ces tables-là régionales n'a pas été reconduite cette année, mais certainement que le ministère est en réflexion là, sur la reconduction de cette mesure-là. Mais ces tables-là, je vois là un beau levier là, de concertation avec tous les partenaires régionaux. L'enjeu, c'est que, bon, c'est à géométrie variable aussi d'une région à l'autre. Est-ce qu'il y aurait lieu, on est à l'ère aussi de la popularité de la mise en place des guichets uniques, hein? On le voit en francisation, à contribuer le .ca ou jecontribue.ca là, pour le réseau de l'éducation. Dans la pandémie, on a beaucoup vu ces guichets uniques-là d'accès, mais ça semble fonctionner quand même, les guichets uniques, là. Alors, est-ce qu'il y aurait lieu de penser à un guichet unique par région là, pour que n'importe qui souhaite avoir un service en orientation, il y ait une entrée, une voie et selon ses besoins, Service Québec, communautaire, employabilité, éducation, et peu importe, là. Donc, c'est vraiment la connaissance aussi de l'accès, là. C'est monsieur, madame, tout le monde. Puis, il y a beaucoup d'efforts là, de tous les milieux, autant au collège, dans notre réseau, autant au niveau de l'employabilité. Il y a beaucoup d'efforts pour faire connaître ces services-là, mais il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ne savent pas qu'ils ont accès et que c'est gratuit, là. Alors, je pense que les efforts doivent être mis là. Quand le ministère de l'Éducation a implanté les SARCA, c'était un petit peu ça, la vision qu'il y avait derrière, justement, que ce soit le centre qui est il disait le fil rouge, dans le fond, qui va comme... oui, c'est la porte d'entrée, là, c'est ça. Puis qui connaît tous les organismes de son secteur, puis qui va référer, qui va... Puis ça fonctionne, mais encore là, il faut savoir que ça existe. Il est là l'enjeu. Ces services-là fonctionnent très, très, très bien. Il y a d'excellents services qui sont donnés. Juste moi, là, dans mon entourage, là, je demande au hasard à des amis, savais-tu que? Puis je peux vous garantir que sur 10 personnes qui sont tous très intelligentes, 9 sur 10 ne savent pas qu'ils peuvent avoir accès à ces services d'orientation-là. C'est la réalité. Donc, il y a des efforts de visibilité à continuer parce que ça fait plusieurs années, dans le fond, que ces efforts-là sont déployés dans différents milieux. Mais effectivement, j'entends à poursuivre. Ce qui est une bonne nouvelle, parce qu'il faut que je joue ce rôle-là un peu, c'est que, dans le fond, les personnes, si je regarde dans les cohortes qu'on a, il y a plusieurs personnes qui ont été desservies par des personnes conseillères d'orientation et qui ont choisi de s'en venir en orientation. Donc, quand Tania disait tout à l'heure, on a un rôle aussi de comment on parle de notre profession, de comment on la fait valoir, de la manière dont on la véhicule. À la limite, un rôle d'éducation. Moi, je voyageais beaucoup. Je me permets de prendre un petit temps. Là. Eddy, je sais que tu me regardes, là, mais je voyageais. C'est juste pour t'agacer. Ça marche. Donc, je voyageais beaucoup Québec-Sherbrooke, puis à toutes les fois, j'expliquais. C'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi les possibilités. Bien, sur le nombre de voyagements, bien, ça se peut qu'il y ait 1 ou 2 personnes supplémentaires qui sachent c'est quoi un conseiller d'orientation. Donc, d'en parler avec un beau sourire, d'en parler avec notre passion, je pense qu'on peut faire une différence par rapport à ça. Tania?
Bien, par rapport à la concertation, en fait, nous, on le fait, mais dans le réseau collégial. Donc, on travaille ensemble, dans le fond, les cégeps, juste dans de la mise à jour de documents. Tu sais, s'il y a un cégep qui fait un document, bien, c'est sûr que c'est partagé à l'ensemble des autres cégeps. Fait que, par rapport à ça, oui, on travaille en concertation, mais j'entends qu'il y aurait vraiment des belles ouvertures à faire aussi au niveau de l'employabilité. Il y a plusieurs services d'orientation et d'employabilité. Donc, pourquoi ne pas travailler ensemble? Là, ça serait très, très intéressant. En termes de concertation, en 2020, il me semble qu'on avait signé une lettre commune des 3 universités francophones envoyée par l'Ordre. Donc, c'est vraiment une concertation entre les universités et l'Ordre, envoyée à tous les membres pour leur dire « on a besoin de milliers de stages ». Excusez-moi, je reviens là-dessus, là, mais c'est mon Si vous n'avez bacon, pas là. compris, là, je pense que... Pas compris, là. Mais non, mais c'est juste pour vous dire que, en tout cas, depuis que je suis conscientation, puis ça fait 20 ans que je suis conscientation, c'est la première fois que je voyais les 3 universités qui disaient on a un enjeu qui transcende, qui est non partisan, ça nous concerne tous les 3, notre survie est en jeu. Fait qu'on s'est vraiment assis avec l'Ordre, puis on a envoyé cette lettre-là. Ça a été fait en une semaine, là, le temps que tout le monde regarde la lettre puis la valide. Fait que c'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Moi, j'ai trouvé ça très beau pour la profession. Puis en termes de stratégie de recrutement, je vous dirais qu'à l'Université de Sherbrooke, l'équipe de communication, là je parle au niveau institutionnel, là, est vraiment en train de vivre une révolution parce qu'ils sont en train de dire il faut qu'on aille sur Instagram. TikTok. Parce on que est rendu à là, TikTok. C'est là que ça se Ouais, passe. Instagram, c'est C'est là, déjà... c'est là que ça se passe. C'est vraiment... Et là, on réalise que là, il faut vraiment aller là-dessus. Il faut comprendre les codes associés à ça. Et juste pour l'anecdote, on devait choisir une personne pour une vidéo pour la maîtrise en natation. Puis moi, j'ai réussi à vendre une ancienne étudiante, Marie-Michel Parizeau. Pourquoi? Parce qu'elle a des tatouages. L'idée, ben, elle présente bien aussi, puis elle vend bien la profession. Non, mais c'était pour l'idée, c'était vraiment de casser un peu l'image de la profession de concertation pour voir que c'est pas juste quelqu'un qui fait passer des tests dans son bureau, mais que vraiment, il y a une ouverture, que ça peut être le fun, ça peut être dynamique, ça peut être intéressant, puis surtout que Marie-Michel travaille au cégep, à sa pratique privée, donc il y a vraiment une belle diversité, puis on trouvait que ça rejoignait vraiment la réalité des jeunes qui sont au secondaire, qui sont au cégep, parce que ce sont nos futurs conseillers d'orientation et conseillers en emploi. Puis, dépendamment, ils peuvent travailler avec des clientèles spécifiques aussi. Ils ont ces possibilités-là. Nous, dans nos membres, on a des organismes qui vont travailler avec des femmes, d'autres avec des clientèles judiciarisées. Donc, s'ils ont des intérêts aussi. Puis, dans le réseau aussi, on a des réseaux qui sont spécialisés, comme le Rosette, qui est plus avec les personnes handicapées. Fait que c'est intéressant aussi. Il y a ces avenues-là qui peuvent être intéressantes à vendre peut-être aux jeunes pour les amener dans la profession. Puis on parle des jeunes, mais on a aussi beaucoup d'étudiants adultes. Donc, comment, pour ces étudiants-là adultes, parce que ça fait vraiment partie de nos populations. C'est sûr qu'ici, on est jeunes, mais la jeunesse, ça s'allonge un petit peu. Donc, sur nos jeunes un peu moins jeunes. Donc, est-ce qu'on a des stratégies différentes? Parce que dans ce qu'on dit, c'est comme, est-ce qu'on fait les mêmes stratégies pour nos jeunes plus jeunes, puis nos jeunes qui sont un peu moins jeunes? Je ne sais pas trop comment... les jeunes qui ont des enfants, là? Mettons les jeunes qui ont des enfants, mettons les jeunes qui ont d'autres réalités que celles du parcours linéaire, par exemple. Donc, comment on ajuste, on fait une promotion pour la pénurie du personnel professionnel. Je rappelle, en lien avec ça, est-ce qu'il y a des avenues pour nous, tenir on est vraiment compte? dans la conciliation, là. Donc, travail-famille, que ce soit pour les enfants ou pour les parents, parce que les moins jeunes s'occupent de leurs parents. Donc, les horaires chez nous, on a vraiment cette ouverture-là à concilier, à essayer de voir, bon, ben, OK, cette journée-là, tu peux terminer à 3 heures tous les jours parce que tu dois aller chercher les enfants. Donc, au cégep, en fait, on a vraiment cette possibilité-là d'aménagement de travail, là, facilement. Nous, à l'Université de Sherbrooke, on a vraiment réouvert ce qu'on appelle les parcours atypiques. C'est-à-dire qu'une personne qui arrive qui a eu un parcours académique non linéaire, puis depuis que je suis responsable de programme, les candidats adultes
on voit qu'ils viennent en orientation parce qu'il y a une vocation qui a émergé au terme d'une réflexion. Fait que c'est vraiment une clientèle étudiantine très particulière et très intéressante. Puis on veut vraiment les aider à leur dire, écoute, on est prêt avec une maîtrise d'orientation avec des cadres respectés pour être ensuite membre de l'ordre des CO, mais on va vraiment, par exemple, on accepte maintenant depuis quelques années des étudiants à temps partiel pour la conciliation études, famille, travail, etc. Donc c'est vraiment le bout de chemin que nous, on peut faire pour vraiment accueillir le plus possible d'étudiants au bac et surtout à la maîtrise, pour ensuite les former. Ça prend plus de temps, ça nous demande beaucoup plus de travail, de coordination administrative et académique, mais on trouve que ça vaut la peine pour l'ensemble de la profession. Avez-vous évalué la possibilité peut-être d'offrir de la formation à distance aussi? Parce que moi, je pense, tu sais, j'ai été longtemps dans une région éloignée, tu sais, puis je pense aux gens qui, justement, aimeraient peut-être accéder à ces formations-là, mais qui ont une famille, un conjoint, qui ne peuvent pas déménager la famille, tu sais. Peut-être que s'il y avait la possibilité de le faire à distance, tu sais, ça ouvrirait peut-être, puis ça permettrait aussi d'avoir plus de services dans ces régions-là que des fois, les gens vont quitter pour les grands centres et ne reviendront pas, tu sais, pour pouvoir y travailler et offrir les services. Oui, mais sauf qu'à un moment donné, pour ceux qui ont été formés à Sherbrooke, là, vous savez qu'à un moment donné, on n'a pas le choix, il faut venir à Sherbrooke pour suivre certaines activités pédagogiques qui doivent se faire en présentiel. Puis là, je regarde Patricia, qui, je sais, sera tout à fait d'accord avec moi. Donc, ça pose aussi un enjeu à ce niveau-là. Je t'agace, Patricia. Oui, bien, en fait, c'est comme dans l'intervention de groupe. Oui, ça se fait en ligne. Hein, on l'a fait pendant la pandémie, ça se fait en ligne, mais ça ne donne pas nécessairement. Il y a des choses que ça permet, puis il y a des choses que ça permet moins. Fait que c'est un peu la même chose dans la formation. La formation, on le fait, mais ça a aussi d'autres types d'enjeux sur leur développement professionnel, surtout si après les personnes ont à travailler en présentiel. Donc, c'est une réflexion globale là-dessus, parce que les modes, là je vais parler au jeu, mais les modes où on est à la fois en présentiel et en ligne, c'est un petit peu difficile. Ça ne crée pas, en tout cas, dans mon expérience, je regarde mes collègues, voir s'ils sont d'accord, mais il y a comme quelque chose de un ou l'autre, mais les deux en même temps, c'est quand même un petit peu difficile. Donc, sur un mot peut-être de la fin, sur la pénurie, on a pensé à des stratégies, on a pensé à comment valoriser la profession, comment se concerter. Est-ce qu'il y a des éléments que vous voyez qu'on n'a peut-être pas abordés pour agir sur la pénurie de personnel professionnel? Je vous lance peut-être un peu sur la piste politique. Donc, c'est une piste, peut-être qu'on explore un peu moins comment on peut agir peut-être à un niveau politique. On a parlé tout à l'heure par rapport à certaines actions qui peuvent être faites sur le programme de bourse. Est-ce qu'il y a d'autres actions on a parlé aussi par rapport aux conditions de travail dans les organismes d'employabilité? Donc, peut-être aussi, est-ce qu'il y a des actions plus politiques à faire pour, encore une fois, s'assurer d'un accès, hein, parce que c'est l'accès des jeunes aux services. Si on veut favoriser l'accès, il faut qu'il y ait des personnes pour donner le service. Donc, sur le plan plus politique, est-ce qu'il y a des actions que vous voyez qui pourraient être faites et peut-être par qui? Hein, parce que je pense que quand on propose des actions politiques, bien, ça ne lève pas nécessairement tout le temps la main pour le faire. On a souvent des bonnes idées, mais voilà. Nous, à l'Association des conseillers d'orientation au Québec, on porte la voix de la valorisation des conseillers d'orientation, des conseillers d'orientation, mais vraiment dans la reconnaissance de notre rôle comme intervenant psychosocial dans les cégeps. Donc, oui, il y a peut-être des CO du communautaire qui viennent chez nous, mais quand on regarde notre profession comparée à d'autres professions, on a encore des rangements plus bas que des intervenants comme des psychologues ou les psychoéducateurs et tout ça. Donc, on porte vraiment cette voix-là auprès de nos syndicats, auprès des tables de concertation, des tables que je siège avec l'Ordre sur les mesures 1.3 dans le PARES, dans le PASM, le plan de la réussite en l'enseignement supérieur et le plan d'action sur la santé mentale. Donc, c'est de vraiment aller nommer comment la profession des conseillers d'orientation est aidante pour ces étudiants-là,
à l'enseignement supérieur que d'avoir un projet qui leur fait du sens permet d'avoir une main-d'œuvre qui est disponible à travailler et qui a du plaisir sur le marché du travail. Donc, on essaie de porter cette voie-là. Dans ce que j'entends, c'est à différents niveaux que la voix est portée. Oui. OK. Nous, au niveau des réseaux nationaux, comme je l'ai dit tantôt, là, les directions des différents réseaux se concertent pour faire des représentations. Mais nous, à la base, ce dont on croit, c'est que toute personne devrait avoir droit d'avoir un emploi qui lui convient, qui est adapté, devrait avoir accès à ça. Donc, on veut offrir des services de qualité et avoir une belle expertise. Donc, nous, l'enjeu est vraiment, principalement, c'est plate, mais au niveau du financement. Le financement qui vient à nos organismes ne donne pas une grande marge de manœuvre, malheureusement, pour être compétitif sur le marché du travail. Donc, on doit beaucoup reconnaître la qualité de nos services, le facteur essentiel des services qu'on offre aussi, puis et l'éventail des services, parce qu'on a tendance aussi à avoir juste l'aspect employabilité, mais vous êtes formés en intervention aussi, les conseillers, conseillères, fait que ça vient un petit peu avec, là, veux pas, dès qu'il y a des petits... Il y a du socio-professionnel aussi qui vient jouer là-dedans. Là, puis il faut que ça soit reconnu aussi, cette part-là du travail qui est faite. Puis, dans la reconnaissance, on en parlait tout à l'heure, il y avait l'aspect aussi qu'il y a une reddition de comptes qui est accrue. Oui, bien, c'est de plus en plus lourd, là, la charge administrative pour les conseillers et les conseillères, puis ça fait partie des 3 principales raisons de l'exode de nos conseillers aussi vers d'autres secteurs dans l'emploi, là, et la difficulté aussi la disparité de leur rôle, c'est ça, là, ça devient tellement, on est tellement en manque de personnel qu'ils doivent être des pieuvres un peu, là, donc l'identité du rôle c'est de plus en plus difficile. Donc, nous, c'est ça, on travaille beaucoup à ce niveau-là, là, au niveau de la lourdeur administrative, puis du financement, là, c'est l'enjeu majeur, puis il y a plein d'autres choses, là. Mais c'est surtout à cet aspect-là que vous travaillez. Okay. Je vous amène un petit peu ailleurs, mais le ministère de l'Éducation a une politique de formation continue tout au long de la vie qui date de 2001. Donc, ça fait plus de 20 ans que cette politique-là n'a pas été actualisée. Et ça fait plusieurs années qu'on demande au ministère de l'Éducation d'en faire une réelle politique gouvernementale, interministérielle, pour vraiment la formation continue tout au long de la vie. Donc, que ce soit un programme, retour aux études dans un programme universitaire, collégial, professionnel, une formation sur mesure, peu importe le type de formation continue. Bien entendu, une réelle politique qui inclut aussi tous les ministères, hein, travail, emploi, éducation, viendrait favoriser cette concertation-là. Et nécessairement, le plan d'action qui en découlerait aurait besoin d'avoir un objectif d'accès à l'orientation. Donc, quand on veut faire un choix éclairé d'un retour aux études ou d'une formation continue pour se permettre d'améliorer ses conditions d'emploi, son emploi tout simplement, ou l'accès à un nouvel emploi, bien, ça prend un accompagnement, un choix éclairé. Et l'accès à l'orientation pourrait faire partie de cet objectif-là dans le cadre d'un nouveau plan gouvernemental. Quand on parle d'économie verte, on fait un plan gouvernemental d'électrification des transports. Alors là, quand on est en pénurie de main-d'œuvre, je pense que ça prendrait un plan gouvernemental pour la formation continue, là. J'ai envie d'applaudir, mais on l'applaudit, hein, on aurait le goût. Oui, ce serait intéressant de faire valoir ça parce que un des obstacles aussi chez nos organismes, c'est que souvent les réussites sont chiffrées en placement d'emploi. Mais quand la personne, au bout du processus, fait le choix d'aller en formation ou d'aller vers une autre mesure, c'est plus difficilement reconnu, alors que c'est souvent le chemin à prendre pour aller vers l'emploi. Voilà. Donc, ça aussi, ça fait partie des représentations aussi. Puis, un élément important qui a été soulevé, c'est le interministériel aussi. Hein? Je rajouterais le ministère de l'Immigration, le MIFI aussi là-dessus, qui est important à mettre à la table. Là. Eddie, est-ce que tu avais... Pour moi, ce serait l'union fait la force.
dans le sens que, comme disait tantôt Mme Ménard, ça prend des humains pour rendre des services d'orientation, mais pour avoir ces humains-là, il faut que ces humains soient formés. Avec des milieux de stage. Avec des stages, s'il vous plaît. Donc, non, mais si on veut vraiment regarder ça de manière systémique, ce serait vraiment intéressant qu'on puisse asseoir les universités et avec les organismes, les acteurs du marché du travail, pour vraiment peser ensemble sur les politiques publiques à ce niveau-là et sur nos ministres respectifs les plus directs pour vraiment qu'on ait une voix, parce qu'on le sait, c'est comme ça que ça fonctionne. Et surtout, il faut qu'on soit sensibilisé à la chose politique. C'est-à-dire que comprendre comment fonctionne le projet de loi et le financement, les enveloppes budgétaires, pour vraiment peser là-dessus, mais il faut qu'on soit qu'une seule voix à l'intérieur de ça, pour vraiment montrer qu'il y a une concertation qui est faite et montrer que c'est vraiment un enjeu très important pour tout le monde. Donc, la concertation dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi une concertation au niveau politique, parce que là, ce qu'on voit autour de la table, c'est qu'il y a vraiment différentes actions qui sont faites au niveau politique, mais ces actions-là sont peut-être encore par secteur, parce qu'ils visent des ministères spécifiques, mais peut-être que d'asseoir, on a des nouveaux ministres. Et donc, peut-être qu'on les asseoir à une table, c'est un momentum intéressant là, en lien avec la pénurie, puis peut-être de les informer, parce que ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils savent qu'il y a une pénurie de personnel dans nos secteurs, puis qu'éventuellement, bien, ça se peut qu'il y ait un bris de service par rapport à ça. Peut-être qu'ils ne voient pas nécessairement non plus actuellement que ça pourrait créer un bris de service pour les jeunes et les jeunes adultes. Donc, bien, merci à tout le monde pour cet échange riche. On va certainement poursuivre. Alors, merci beaucoup.